Merci Mylène et merci aux équipes de Linkso Group pour l'organisation de ce live panel. Avant de commencer, petit avertissement, donc ce live panel est enregistré, donc je l'ai signalé. Je suis Julien Maldonato, associé au cabinet Deloitte en charge des sujets d'innovation et en particulier des paiements. Ce matin, on a la chance de réunir sur ce live panel, je les laisserai se présenter, mais rapidement, Eddy Combier, président de SSP, Thierry Maymoun, CEO de Paytweek, Gilda Delouarn, le directeur produit de Linkso Group, et Nicolas Cailleux, responsable développement marketplace et établissement de paiement chez Crédit Agricole, Payment Services et APS. Peut-être si on fait un tour de table rapide, Eddy, en 2 mots, si tu pouvais nous présenter SSP. Oui, bonjour, Eddy Combier, je suis président de SSP. Donc SSP est un établissement de paiement qui intervient la chaîne de paiement, apportant à la fois une plateforme de paiement et des solutions autour de l'initiation de paiement par virement. Merci Eddy. Thierry, Paytweek. Bonjour, moi je suis Thierry Maymoun, je suis le CEO et le fondateur de Paytweek, un technology provider connecté à la plupart des banques et des PSP dans le monde, et ravi d'être avec vous sur ce live panel. Merci Thierry. Nicolas, peut-être CAPS. Oui, donc Nicolas Cailleux, je suis responsable du développement sur les sujets marketplace et établissement de paiement de Crédit Agricole Payment Services, qui est l'entité paiement du groupe Crédit Agricole. Merci Nicolas. Et pour finir, Gilda, quelques mots sur Linkso pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce que je pense possible. Donc Gilda Delouarn, directeur produit chez Linkso. Alors Linkso, vous connaissez l'application éponyme, qui est une application qui permet de gérer ses finances, qui a 11 ans aujourd'hui. Et donc Linkso ne fait pas qu'une application, Linkso fait des technologies qui permettent de se connecter aux comptes bancaires, aussi bien pour récupérer les comptes que pour initier des paiements. Et voilà, c'est ça que l'on vend, c'est notre technologie qui est derrière l'application Linkso, et c'est ce service que l'on fournit à nos intégrateurs. Merci Gilda. Alors, je le redis, effectivement, je suis vraiment ravi qu'on puisse réunir des spécialistes parce qu'on va les faire témoigner. L'objectif ce matin, c'est de partager finalement un état des lieux, d'où en sommes-nous en particulier en France, sur ces sujets de parcours d'omnicanalité dans les paiements, et puis avoir aussi le point de vue de l'avenir. Les choses évoluent. Si je replace un peu en perspective, les choses ont toujours évolué, depuis le troc au néolithique jusqu'au troc demain dans les métavers. La notion d'échange de valeur entre personnes morales ou physiques, elle ne cesse d'évoluer. Sauf que le rythme des évolutions dans ces parcours, dans les canaux utilisés, les contextes utilisés, les modalités, les moyens utilisés pour se transférer de la valeur et payer, ce rythme d'évolution s'accélère de cycle d'innovation en cycle d'innovation. On est pendant longtemps resté autour des espèces, des milliers d'années, et puis plus récemment, on a vu apparaître notamment l'open banking en Europe, qui rebat un peu les cartes dans la chaîne de valeur des paiements, réouvre le jeu à de nouveaux acteurs, et surtout, et c'est le sujet du jour, permet de redessiner les parcours vers toujours plus de simplicité, d'efficacité, et donc de satisfaction pour le client final. Enfin, les clients, puisque payeurs et payés vivent cette aventure ensemble. L'idée qu'on laisse toujours au client roi, c'est le choix. L'idée fondamentale, le choix et de simplicité. Je le disais, l'open banking est apparu sous l'impulsion notamment des autorités européennes, et puis des banques centrales qui ont ces dernières années investi dans leurs infrastructures de paiement, avec dans le monde déjà des résultats intéressants, positifs. On peut citer des pays comme la Suède, l'Australie, les Pays-Bas, l'Inde, le Brésil, le Mexique, l'Allemagne, qui ont vu dans leur population se développer des paiements de plus en plus de compte à compte, c'est-à-dire sans intermédiaire de type réseau de cartes, avec même la particularité de la Chine, qui a, vous l'avez vu dans la presse, est expérimentée de plus en plus grande échelle
une infrastructure de monnaie de banque centrale électronique, le e-yuan, avec les questions que ça évoque autour de la protection de la vie privée. À l'échelle européenne, on a l'impulsion d'une commission européenne et d'États membres qui essaie notamment d'améliorer toujours plus la souveraineté de l'Europe face aux géants, notamment américains, de cartes. Après, dans la pratique, et vous l'avez vu peut-être dans la presse, les projets de place, et notamment le projet EPI, ne sont pas toujours aussi rapides et simples à mettre en œuvre. D'où nos questions qu'on posera du coup à nos invités sur leur vécu au quotidien, leur état des lieux, leur vision de où en est la France dans ces évolutions. Et puis demain, en deuxième question, comment voit-il la France évoluer, les parcours évoluer? Voilà les questions que j'avais prévu de poser. Gilda, n'hésite pas si tu vois des choses que j'aurais pu oublier dans cette introduction et cette mise en contexte. Oui, donc juste sur l'introduction, donc on parle un petit peu de EPI, de souveraineté. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les acteurs historiques, que sont Visa, Mastercard, estiment que 60% des transactions e-commerce passeront par de l'initiation de paiement d'ici 2030. Donc c'est peut-être ça aussi la difficulté qu'a EPI, c'est de dire je me projette en fait quelque part sur une solution qui est la solution du passé. Faut bien voir que au niveau mondial, on a trois typologies de paiement. On a les États-Unis où ils étaient très carte avec la bande magnétique, alors même s'ils partent sa carte à puce. On a l'Europe qui était très carte avec le chip. On est très fiers en France puisqu'on l'a inventé, mais la puce, c'est en Europe. Et la Chine, en fait, même si on nous parle beaucoup de China Union Pay avec la crise actuelle, la Chine, en fait, c'est pas la carte le premier moyen de paiement qu'ils utilisent. C'est WeChat Pay, c'est Alipay, c'est du QR code, c'est du virement de compte à compte. Donc on voit un petit peu comment le monde il évolue autour de ça. Donc on se dit bien qu'aujourd'hui, le futur, c'est le virement de compte à compte. Donc, c'est vraiment ce que nous mettez en avant, Julien, et c'est vraiment identifié par les grands réseaux comme Visa, Mastercard. L'acquisition d'un grand acteur de l'agrégation d'initiation de paiement vient d'être confirmée la semaine dernière par Visa. Ça montre vraiment aujourd'hui que eux, ils sont en train d'investir ces solutions. Donc, on voit qu'il y a une tendance forte, une tendance lourde. Ça, c'est le côté des opérateurs techniques. Et d'un autre côté, on a une vraie pression des régulateurs qui poussent. Alors en France, c'est un petit zoo, le local français. En France, on a encore beaucoup de chèques. On aimerait bien s'en passer. Ça coûte très cher côté banque à traiter. Ça crée beaucoup de fraude. Donc, on aimerait bien faire diminuer l'usage du chèque. Et donc, on sait bien, et le régulateur pousse pour que le virement vienne en remplacement du chèque. Donc, on voit qu'il y a une tendance mondiale où le virement, c'est le futur. On voit qu'il y a une tendance locale où il y a une vraie volonté d'aller décommissionner d'anciens moyens de paiement qui sont plus adaptés à nos usages. Et donc, quelles sont les solutions qui se positionnent aujourd'hui? Et je pense que l'ensemble des acteurs qu'on va voir aujourd'hui vont nous expliquer ça avec des cas concrets. Merci Gilda. Concrètement, du coup, on va poser la question à Heidi. Quelle solution et qu'est-ce qui est mis en œuvre aujourd'hui de sa fenêtre sur le marché français? Heidi, est-ce que Je vais rebondir sur ce que disait sur ce que disait Gildas, puisqu'effectivement SSP sécurise depuis des années les paiements par chèque depuis plus de 30 ans, et effectivement le paiement compte à compte vient répondre à certains besoins auxquels le chèque répondait, puisqu'effectivement la plupart du temps la carte, qui est aujourd'hui un grand usage en France, elle peut avoir des contraintes notamment liées au plafond, des coûts importants, et effectivement, elle est rattachée à une modalité de paiement. Alors très souvent, lorsqu'on voulait avoir du délai de paiement ou lorsqu'on voulait payer un gros montant, eh bien effectivement payer par chèque pour pouvoir répondre à ces contraintes de carte bancaire et surtout pour pas avoir son encours carte qui sont entamés par justement cette grosse dépense. L'AIS et le PIS, donc l'agrégation d'informations de services de paiement, qui est aujourd'hui plutôt account, ou le PIS, l'initiation de paiement par virement, permettent justement de pouvoir multiplier ces modalités et de répondre pratiquement
à tous les cas d'usage que l'on peut rencontrer, puisqu'effectivement, là, on n'est plus lié à un moyen de paiement physique. On va pouvoir payer directement depuis son compte et tout le monde a un compte bancaire. Ensuite, tout dépend de ce que on va pouvoir proposer comme modalité et du coup pouvoir adapter justement tous les cas d'usage en fonction de ce que le marchand veut proposer à son client. Et c'est un petit peu ça qui est aussi une révolution, puisque pour la première fois, le marchand prend la main sur le paiement, puisque tout le temps, que vous payez par carte, par chèque, par espèce, c'est le payeur qui paye. Là, le marchand, certes, va demander la validation à son payeur, malgré tout, c'est lui qui est à l'initiative du paiement. Et ça, c'est ce en quoi, pour moi, c'est une vraie révolution. Effectivement, ensuite, on va avoir une initiation de paiement par virement pour du paiement comptant, voire instantané pour du paiement immédiat, dans les 10 secondes. On va le voir aujourd'hui, on a 2 cas d'usage pour du paiement instantané, puisqu'effectivement, ça ne répond pas vraiment à la problématique des marchands. Le marchand, certes, il n'est pas un jour près de valeur. Il y a certains cas où effectivement, il a besoin d'avoir du paiement instantané, mais effectivement, comme ça représente un coût pour le payeur, la plupart du temps, il va préférer attendre une journée de valeur plutôt que d'avoir ce coût pour ce marchand, pour ce payeur, justement. Donc aujourd'hui, effectivement, le marché est en plein boom sur l'initiation. Tout le monde a attendu de voir si ça fonctionnait bien. Et effectivement, les grands utilisateurs de paiement, enfin des gros volumes, vont s'intéresser. Et aujourd'hui, les appels d'offres sont sur ce moyen de paiement, mais pas uniquement. Effectivement, les premiers besoins, c'était de répondre à des contraintes cartes. C'est-à-dire, j'ai des gros paniers, j'ai notamment en vente à distance des taux d'acceptation qui sont mauvais, et je vais chercher une solution qui va me permettre d'aller bien au-delà de ces plafonds cartes qui me posent problème. Donc, très souvent, ils étaient allés déjà chercher une solution avec PayPal ou Amex. Par exemple, Ikea a rencontré cette problématique pendant le confinement et du coup a mis en place nos solutions en backup carte bancaire en disant à chaque fois que j'ai un refus carte, sachant qu'on sécurise déjà les chèques chez Ikea, mais le but c'était d'apporter une solution alternative à la contrainte carte pour pouvoir accepter un paiement pour une cuisine ou pour des canapés qui sont d'un montant assez important. Ensuite, on va répondre à des cas d'usage qui vont répondre à un paiement immédiat, mais également à un second paiement qui peut intervenir plus tard. Le voyage, très souvent, a cette problématique, puisque par exemple avec Club Med, on fait du paiement 2 fois, avec un premier paiement à la commande, lorsque je valide mon panier, et un deuxième paiement qui va intervenir 45 jours avant le départ, et du coup qu'on va pouvoir opérer avec un prélèvement. On va pouvoir répondre à des cas d'usage purement pratiques, par exemple avec la SNCF ou les hôpitaux publics. On va pouvoir mettre en place un AIS, c'est-à-dire une authentification forte du couple IBAN porteur, s'assurer auprès de la banque avec une authentification forte que cet IBAN correspond bien à ce payeur et du coup mettre en place immédiatement un prélèvement qui me permettra effectivement sur un prélèvement récurrent ou pour un paiement de reste à charge patient dans les hôpitaux, de pouvoir digitaliser complètement le processus en ayant une sécurité sur ce prélèvement. Et là encore, on va aller plus loin dans d'autres cinématiques où Score and Secure Payment va sécuriser ce prélèvement, puisqu'effectivement, le prélèvement va répondre à un paiement qui est décalé dans le temps, donc soit du différé, soit du fractionné, soit de l'encours, enfin voilà, tous les cas d'usage qui vont permettre de payer directement depuis son compte en banque. Et donc du coup, on va proposer des solutions aux marchands pour pouvoir proposer à son client toutes ces modalités en toute sécurité. Voilà. C'est très, très clair et concret. Merci beaucoup, Elie, pour ces exemples. On aura l'occasion de revenir aussi tout à l'heure sur les visions prospectives, mais je voyais Thierry prendre pas mal de notes. Je ne sais pas s'il partage le même constat et le même point de vue, Thierry. Comment tu le vis de ton côté? Bien sûr, on est très proches, Eddy et moi, on est sur des cas qui sont plus ou moins similaires. Je reviens sur le constat qu'avait fait Gildas sur l'évolution du paiement ces dernières années.
Nous, chez PayTweak, on a très rapidement été voir ce qui se passait dans le monde, et notamment, Gildas l'évoquait, en Chine, en Inde, en Russie aussi, en Allemagne. Et c'est vrai que cette dynamique du paiement de compte à compte a très vite été mise en place. Par exemple, au Japon, par exemple, où on a un bureau, on utilise très très peu la carte bancaire. En Allemagne, vous le savez aussi, très peu. On est sur du Sophor, du Giropay. Les gros utilisateurs de la CB, c'est nous, les Français, mais avant nous, le UK. En Chine, tu l'as très bien dit, Gildas, WeChat, etc. Donc, ce sont autant de solutions de paiement qu'on a dû intégrer nous, parce que, ouais, chez PayTweak, on est, nous, un intégrateur, de, une sorte de plateforme qui a intégré un peu tous les PSP, toutes les solutions de paiement pour les proposer justement aux marchands. Donc, très concrètement, ce qu'on voit, nous, les évolutions qu'on voit et qu'on propose à nos marchands et à nos clients dans le monde du paiement aujourd'hui, effectivement, comme l'évoquait très justement Eddy, c'est des solutions qui, en France notamment, parce qu'on est bien chez nous, sont des solutions de fallback. Qu'est-ce qu'on fait si la carte passe pas sur des paniers importants? Donc là, nous, on met en place très concrètement et avec un certain succès du BNPL, du 2X, 3X avec les principaux acteurs du marché, bien sûr, du paiement instantané. On expérimente cette solution depuis octobre 2020, notamment avec des acteurs internationaux, des banques en France et des industriels dans le retail, notamment au moment où je parle, il y a au même moment que notre panel une présentation de la solution mise en place avec BNP notamment pour Kingfisher sur leurs enseignes, la façon dont on processe justement ces paiements instantanés sur les gros paniers et la façon dont intelligemment on va pouvoir proposer des solutions alternatives aux clients lorsque, dans l'éventualité où la carte passe pas, parce qu'on sait très bien qu'on est limité très souvent, sauf si on a une Amex Centurion ou Platinum, on est limité par les plafonds. Donc, grosse évolution effectivement dans les paiements ces derniers temps. Nous, on expérimente le Request to Pay, une initiation de paiement depuis octobre 2020. On travaille effectivement avec Linkso aussi, avec d'autres acteurs. On est ravis de ce partenariat qui fonctionne et de l'adoption aussi des Français, parce que le parcours est pas forcément rassurant. Hein, quand on arrive sur une page, on doit entrer ses identifiants de connexion à la banque. Une adoption du consommateur, en fait, qui a confiance dans les acteurs avec lesquels on travaille. Nous, ce qu'on voit aussi comme innovation à l'avenir, c'est pas seulement le paiement. On l'a lancé en 2020, c'est le River, c'est la façon de proposer au client final, tu le disais très justement Eddy et Gildas, c'est toujours lui le roi, comment est-ce qu'on va proposer des moyens non seulement de paiement, mais aussi des moyens de remboursement pratiques. Donc effectivement, avec l'agrégation de toutes ces technologies de paiement, que ce soit la carte, les PSP, la ISP, l'initiation de paiement, les acteurs étrangers hein, comme WeChat, Alipay, Sophor, Giropay et j'en passe, on va être en mesure de proposer la pluralité des moyens de paiement ou de remboursement aux clients. Et ça, c'est très important parce qu'on a beaucoup d'acteurs qui, en France notamment, pas les citer, Galeries Lafayette, Samaritaine, etc., sont amenés parfois à rembourser des clients. Et il faut pouvoir les rembourser soit par carte, en allant créditer leur carte bancaire, et dans les pays où on n'a pas de carte bancaire, eh bien, effectivement, d'aller aussi envoyer un virement, de faire un virement instantané, et tout ça, très probablement, dans le cadre d'une discussion téléphonique qu'on peut avoir en temps réel avec le client. Parce que c'est là le cœur de métier de PayTweak, l'instantanéité du paiement. Nous, on intervient dans des verticales qui sont celles du tourisme, de l'hôtellerie, du luxe, de l'industrie, mais également pour effectuer des remboursements à des clients et dans l'in-store, dans le out-store pour le retail, en proposant des solutions qui intègrent justement
On l'évoquait il y a une seconde avec le cas Kingfisher qui est évoqué à Monaco en ce moment. La possibilité de prendre ces très gros paniers, de les fractionner parfois aussi, directement dans le magasin et non plus à distance. Donc voilà, ça c'est notre vision du paiement et de ce qui va venir prochainement. On pense aussi très fort aux cryptos. Hein, on a vu des annonces. Ça fait longtemps que nous, chez PayTwig, on a intégré la blockchain Trust, mais on s'intéresse aussi à toutes ces monnaies virtuelles qui, tu l'as évoqué, Gildas, tout à l'heure, font partie des axes que les banques et les PSP sur lesquels ils réfléchissent. Le pays, c'est quelque chose de magnifique. Si c'est comme le CEPA et que ça prend 8 ans, ça va être un peu problématique. Donc, voilà. Voilà, de notre côté, la vision un peu macro de. On ne t'entend pas, Julien. Pardon, je remerciais Thierry parce que c'était assez large et ça permet effectivement de faire ce point de situation avec des exemples concrets et précis. Merci Thierry, puis on reviendra tout à l'heure sur peut-être qu'on peut passer sur l'exemple de CFS, qui est un acteur historique des paiements en France, un poids lourd, et qui a dû évoluer et adapter son modèle notamment au modèle particulier de distribution par marketplace. Je ne sais pas si Nicolas, tu peux nous témoigner cette évolution. Absolument, donc je suis ravi d'être parmi vous. Pour le coup, Thierry, Eddy et Gilda ont été assez exhaustifs sur les moyens de paiement proposés et les tendances de marché. Donc on va les retrouver évidemment au sujet de marketplace, mais avant ça, je voudrais resituer dans le cadre de la thématique et l'omnicanal, finalement, comment s'inscrit le marketplace. Donc ce qu'il faut observer aujourd'hui, c'est que sur des acteurs, des enseignes qui ont déjà des points de vente physiques et des sites marchands, il y a une volonté d'avancer sur la marketplace, puisque c'est un canal supplémentaire qui est finalement partie intégrante de la stratégie omnicanal. Et pour avoir quelques données de marché, hein, ces données publiques qui sont accessibles par tous, vous avez Darty, quand ils ont lancé leur place de marché, en termes de trafic naturel, ils ont pris 20% en un an, parallèlement en doublant 5 fois leur offre produit. C'est une tendance de fond, c'est l'audience et la génération de trafic en ligne. Donc vous avez ce canal supplémentaire qui est la place de marché. L'autre tendance aussi importante, c'est que la plupart des commandes qui sont réalisées en ligne sont récupérées en magasin. Exemple d'Auchan, 70% des commandes réalisées donnent lieu à un retrait en magasin, donc ça c'est un élément important. Et donc vous amenez ça aux ventes additionnelles que ça peut générer. Et concrètement, vous avez une étude qui a été partagée il y a quelques mois. Vous avez 69% finalement des achats, des retraits précisément qui ont lieu en magasin, qui donnent lieu à de l'achat additionnel. Ça, c'est pour poser un peu le décor de ce qu'apporte la marketplace comme canal supplémentaire dans la stratégie de finalement omnicanal. Après, pour rentrer un peu plus dans les parcours, en fait, le gros défi de fait d'adresser ce marché de la marketplace en tant qu'opérateur de paiement, c'est un sujet qui est complexe. Donc, il faut les moyens, comme un groupe solide, hein, comme tu l'évoquais. Et il faut tenir compte effectivement du fait que déjà, il faut à minima répondre aux parcours qui existent sur le e-commerce classique aujourd'hui. Quand je parle de place de marché, je parle de X vendeurs qui sont sur cette place de marché, je parle de paniers multivendeurs, donc il y a un niveau de complexité qui est pas à négliger. Et en ça, il faut déjà répondre à ce qu'on appelle par exemple le Web to Store, donc le fait de faire un achat en ligne via notamment le click and collect et de retirer le produit, comme je l'évoquais, en magasin, avec des cinématiques de paiement qui doivent être corrélées. Donc nous aujourd'hui, AgoraPay, donc qui est la solution marketplace du groupe, apporte effectivement répond à ces cinématiques, donc de payer effectivement soit en amont et finalement retirer le produit avec un paiement qui a déjà été effectif, soit faire un paiement partiel et payer le complément au moment du retrait. Donc il faut intégrer ces cinématiques, donc on appelle le Web to Store et qui sont bien connus notamment via Click and Collect. Deuxième point important, c'est Store to Web. Aujourd'hui, c'est, je dirais, central dans l'omnicanal, puisque la possibilité de donner accès à un catalogue web en magasin, on le fait sur le e-commerce, mais il faut également que l'enseigne, le marchand, puisse proposer son catalogue marketplace web en magasin pour évidemment pas perdre de vente, avoir proposé une offre plus exhaustive finalement aux marchands. Et en ça, c'est vraiment un enjeu stratégique. Je rajouterais que et ça c'est important, ce que Thierry évoquait le paiement fractionné tout à l'heure.
idem, comme on est sur une problématique de panier multivendeur, aujourd'hui, il faut faire appel à un acteur qui sache gérer le paiement fractionné dans cette configuration de marketplace. Et aujourd'hui, on a un acteur au sein du groupe qui va pouvoir nous accompagner notamment sur le sujet. Donc voilà, en synthèse, c'est d'expliquer qu'effectivement, à minima, c'est répondre aux standards également du marché. Ensuite, s'inscrire dans une démarche innovante, puisque l'initiation de paiement, au vu de la proximité qu'on a avec Linkso, puisqu'on on fait partie du même groupe. Aujourd'hui, moi, j'adresse des comptes de la place en leur proposant justement l'initiation de paiement grâce à Linkso. Donc en effet, Eddy l'évoquait, donc évidemment, versus la carte bancaire, c'est un avantage en termes de plafond, qui sont beaucoup plus élevés évidemment qu'on peut l'imaginer. C'est également le fait qu'on a un parcours finalement sans rupture et une irrévocabilité du paiement. Voilà, c'est un peu le triptyque vertueux sur le sujet. Donc ça, c'est vraiment pour évoquer la notion de parcours. Après, sur l'omnicanal, il y a un enjeu important, c'est aussi la gestion de l'encaissement. Et dans le cadre de la marketplace, on parle d'encaissement pour compte de tiers. Donc très simplement, le patron de la place de marché, il va encaisser de l'argent qu'il va devoir reventiler à des tiers. Et en ça, évidemment, c'est un niveau de complexité auquel nous on répond en tant que tiers de confiance, puisqu'il y a un cadre réglementaire. Et au niveau opérationnel, eh bien, quand vous faites ça, eh bien, nous, notre particularité, c'est que cet encaissement pour compte de tiers se fait évidemment sur des marketplaces e-commerce, que tout le monde connaît, il ne faut pas citer les acteurs. Et il y a un autre enjeu auquel on répond et qui fait qu'on est aussi prégnant sur ce marché, c'est l'encaissement pour compte de tiers en proximité. Donc, je donne l'exemple d'une grande surface qui a des corners, qui a intégré des marques tierces. Eh bien, le patron de la grande surface, l'exploitant, il va encaisser de l'argent de ces marques tierces, finalement, qui via des clients qui ont payé via des POS notamment, et qui va devoir reventiler les flux finalement au bon vendeur. Donc ça, c'est encaissement pour compte de tiers en proximité et e-commerce, et c'est en ça déjà que nous amène une réponse multicanal d'abord, et omnicanal après, puisque une fois que vous êtes sur ces configurations-là, il faut apporter des reporting unifiés, puisque évidemment, il faut que l'enseigne puisse gérer son activité transactionnelle, gérer son rapprochement bancaire, sa réconciliation financière. Donc ça, c'est des sujets forts auxquels on répond aujourd'hui. Ensuite, il y a un sujet qui est un peu dans le sujet récurrent dans les grands messes du digital depuis quelques années. Et moi, j'ai eu la chance pendant plusieurs années d'adresser le sujet justement de l'omnicanal chez un acteur du paiement. Et j'ai eu la chance d'avoir cette latitude aujourd'hui chez Crédit Agricole. Donc c'est les réseaux de franchisés. Puisque quand je parle d'encaissement pour compte de tiers, je parle d'encaissement d'un passe de marché qui va donc encaisser pour tiers. Et un réseau de franchisés, finalement, même si ce sont des entités sous même marque qui vendent le même produit, ce sont des indépendants. Et donc les franchiseurs aujourd'hui, les franchiseurs, donc ceux qui exploitent sur les autres franchises, ils mettent à dispo des services. Donc on a parlé du click and collect, et on peut imaginer d'autres services au bénéfice de ces franchisés. Et dans cette configuration, finalement, ça va permettre à la tête de franchise d'encaisser l'argent directement, de reventiler les fonds sur les franchisés, minorés de la commission qui revient. Voilà, ça c'est une notion importante et de valeur ajoutée qu'on apporte au réseau de franchise. Donc, en synthèse, aujourd'hui, la place de marché. Alors, les données de marché, tout le monde en a évoqué en amont. Alors, je peux préciser que dans les données de marché, en 2020, la marketplace a représenté plus de 30% finalement du e-commerce français. En 2020, il y avait à peu près 112 milliards et le marketplace représentait près de 30%. Alors, il y a une concentration forte sur des grands acteurs, c'est un fait, mais une démocratisation tout de même, et j'en parlerai notamment sur la notion de marketplace local, et on l'a vu avec le Covid. Donc, en synthèse, effectivement, des parcours omnicanaux auxquels répond la place de marché, à laquelle la place de marché finalement s'inscrit comme un canal supplémentaire. La gestion de l'encaissement pour compte de tiers qui est très spécifique avec le niveau de complexité que ça représente auquel nous, avec AgoraPay, justement, on répond. Et puis, en termes de prospective, tu nous interpellais sur la notion un peu de prospective. Depuis 2 ans, avec Covid, on a un constat, et on le voit sur notamment certains de nos clients, on a des marketplaces locales qui se sont développés. Donc sponsorisés par les collectivités locales, donc donner finalement de la prégnance sur le web pour des magasins, des indépendants, à des commerçants qui sont au sein des villes, au sein des centres commerciaux. Et donc vous avez les collectivités locales qui ont lancé effectivement des places de marché dites locales. Alors, avec le retour en magasin, évidemment, il y a eu un essoufflement, mais on constate malgré tout, et ça c'est une tendance de fond, que certains acteurs, un peu comme pour ceux qui ont connu
la bulle de l'Internet, où il y a quelques acteurs finalement plus structurés qui ont persisté. Donc avec le retour en magasin, vous n'avez pas de place de marché local finalement qui ont un peu infirmé leur modèle. Et aujourd'hui, vous avez des acteurs finalement très structurés, qui sont des bons communicants, qui ont une bonne captation finalement de leur zone de chalandise, qui continuent à développer ce modèle. Et on en accompagne certains justement sur lesquels on fera des communications prochainement. Autre point important, c'est qu'effectivement, en 2020, on avait 30% de volume d'affaires marketplace sur l'e-commerce français. En 2005, les observatoires, quand vous recoupez un peu les études, nous évoquent qu'on sera au-dessus de 60% sur le sujet. Donc, en synthèse, voilà, le marketplace, ça reste un sujet vraiment un vrai levier de croissance pour une enseigne. Enrichir son catalogue produit, développer son trafic en ligne, augmenter finalement son panier moyen également, hein, c'est assez vertueux, et puis générer du trafic en magasin. Et c'est en ça aujourd'hui qu'on accompagne, qu'AgoraPay accompagne le marché dans cet écosystème qui est passionnant. C'est très, très clair. Merci beaucoup, Nicolas, pour ce témoignage. Je voulais passer maintenant la parole à Gilda, peut-être pour compléter, puisque Gilda, tu as été souvent cité et Linkso Group avec ses solutions. Qu'est-ce que tu peux compléter par rapport à tout ce qui a été dit et rebondir? Ce qui est vraiment, alors je ne sais pas si c'est une surprise ou pas, mais on voit de tous ces témoignages clients, prospects, intégrateurs, que finalement, le champ des possibles est très large. On a parlé du paiement, on a évoqué tout ce qui est à la mode autour du paiement. On a parlé de marketplace, on a parlé de buy now, pay later, on a parlé de paiement alternatif, on a parlé de proximité, on a parlé de e-commerce. Et en fait, on est en train de parler de l'initiation de virement. Donc, tout ça est rattaché. Et c'est juste incroyable comment un seul moyen de paiement permet d'être adossé à un ensemble aussi large de cas d'usage. Et pourtant, on a dit, aujourd'hui, moi, c'est un moyen de paiement en complément de la carte, là où la carte ne marche pas. À aucun moment, l'un d'entre nous a dit, voilà, moi, je vais remplacer la carte. Pourtant, c'est quand même ce que dit Visa et Mastercard, hein, quand ils estiment que 60% des paiements d'ici 5 ans sera fait en virement, c'est quand même leur crainte. Mais c'est juste pour montrer qu'on est au début de la courbe. Aujourd'hui, les acteurs ils se positionnent sur des cas où la carte, elle a des limites. C'est le moyen de paiement, il est en train de mûrir, le moyen de paiement, il est en train de s'installer. Cependant, je pense que personne n'est dupe quant au fait qu'il va monter en puissance un petit peu plus tard et qu'il va pouvoir couvrir des cas d'usage où il y a déjà des acteurs installés. Mais pour l'instant, c'est clairement un moyen de paiement complémentaire et c'est ça qui est super intéressant, c'est que ça crée vraiment toute une dynamique de nouveaux cas d'usage, de nouveaux scénarios de paiement et on voit que le champ des possibles est important. Et quand aujourd'hui il y a des initiatives européennes qui visent un petit peu à reproduire des schémas existants, on peut se poser des questions, de dire qu'est-ce qu'il faut, à quel niveau il faut placer la créativité. Est-ce qu'on risque pas de trop brider la créativité? Donc voilà, tout ça c'est vraiment très, très motivant. On parle de souveraineté beaucoup, c'est très à la mode depuis longtemps, hein, mais finalement, la souveraineté, c'est peut-être la possibilité de laisser aux acteurs locaux de travailler en direct, donc en limitant les interactions. Et finalement, on est en train de parler d'un moyen de paiement en fait, qui limite les intermédiaires, et donc c'est peut-être ça la souveraineté, tout simplement. Voilà pour mon ressenti un petit peu à l'issue de ces discussions, un petit peu sur ce tour de table, hein, très intéressant. Je ne sais pas, Julien, si tu veux compléter. Oui, merci. Déjà, ce premier tour de table. Moi, j'aimerais en refaire un deuxième rapidement, un plus rapide cette fois-ci. Mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'on se souhaite? Quels seraient les futurs ou le futur souhaitable à la fois pour nous, citoyens européens, et puis pour chacun d'entre vous sur vos périmètres, vos sociétés? Si on devait parler de trajectoire et se revoir dans 3 à 5 ans hein, autour de cette même table, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Je ne sais pas, Eddy, des choses qu'il faudrait se souhaiter ou te souhaiter? Souhaiter, c'est plutôt faire en sorte que tous les partenaires bancaires jouent vraiment le jeu. Parce qu'il y a de vrais enjeux à ce niveau-là. Il y a effectivement changé le modèle pour faire en sorte que le payeur n'ait plus de coûts lorsque effectivement on initie un virement. Je pense que là, c'est vraiment très dommageable. Alors après, effectivement, peut-être qu'il
qu'ils envisagent un modèle entre particuliers, pourquoi pas, mais là, dans le modèle marchand payeur, effectivement, ce coût est vraiment une contrainte. Ensuite, de nombreuses banques, enfin quelques banques, surtout, elles sont pas nombreuses, mais on les identifie bien, ne remontent pas, ne jouent pas le jeu et ne remontent pas l'IBAN ou ont des statuts qui sont pas remontés, des statuts de paiement. Donc c'est encore des petits freins qui font qu'effectivement, c'est des irritants qui font que ça freine, quoi. Voilà. Donc et par contre, effectivement, quand on a des banques qui jouent le jeu vraiment et qu'on est en web to app, alors là, oui, effectivement, les parcours sont parfaits. C'est plus fluide qu'une carte bancaire. Et effectivement, l'ensemble des possibilités que ça offre, enfin, je vois aujourd'hui, nous, on répond, c'est même problématique parce que on peut répondre à tellement d'usages différents et à chaque fois avec un marchand qui nous présente des problématiques, mais on peut composer et avec différentes briques répondre à des cas d'usage auxquels on n'aurait même pas pu penser répondre hier. Voilà, donc c'est vraiment dans ce sens où j'espère vraiment que l'Europe va jouer vraiment le jeu et toutes les banques pour vraiment faire en sorte que bon, on ne puisse pas être seulement une alternative à la carte bancaire. Et je voulais donner un chiffre. On est aujourd'hui à un taux d'adoption de 18% de l'initiation de paiement par virement. Donc, c'est quand même pas neutre pour un moyen de paiement qui existe à peine depuis 2 ans. Bien aujourd'hui, on voit qu'effectivement, bon, c'est vrai qu'on est sur des cas d'usage assez spécifiques qui viennent augmenter un petit peu ces pourcentages, mais les vrais enjeux, c'est effectivement de pouvoir ramener ces solutions sur le TPE. On travaille aujourd'hui avec les 2 plus gros mainteneurs et on devrait pouvoir très rapidement pouvoir le lancer sur le TPE. Là, il y a de gros enjeux sur la grande distribution. Et effectivement, si les parcours sont fluides, on n'a nul doute que on pourra faire en sorte que ce moyen de paiement se développe très fortement, tel que dans des pays comme l'Asie, puisqu'effectivement, le paiement par QR code, on peut très facilement scanner un QR code et initier le paiement auprès de la banque directement du client. Super enthousiasmant, merci beaucoup Eddie. Thierry, tu as parlé déjà un peu de perspective, tu as cité les cryptos. Est-ce que tu as d'autres souhaits pour nous tous? Bah, effectivement, comme l'a très justement dit Eddy, que tout le monde continue de jouer le jeu et dans l'intervalle, bah, de s'appuyer sur des solutions qui, elles, sont pérennes. On a, et je crois que Eddy sera d'accord avec moi, comme Nicolas, hein, on va arriver vers quelque chose de stable et de pérenne dans les temps qui viennent. En attendant, effectivement, les enjeux, c'est lorsque, et dans nos intégrations, on a des retours instantanés. Donc, on est en mesure de voir aussi quand on a des callbacks qui ne sont pas efficaces de la part de certaines banques, de pouvoir switcher, j'évoquais tout à l'heure le fallback, vers des solutions alternatives, et Dieu sait qu'il y en a. Donc voilà, la crypto, bien sûr, on commence. Nous, ça fait un moment déjà qu'on s'intéresse à ça. On voit passer quelques transactions, c'est encore à la marge, mais c'est quelque chose, c'est en tout cas un moyen de paiement et des solutions sur lesquelles il va falloir compter dans les années qui viennent. Bien sûr, le request to pay, Eddy l'évoquait très justement, c'est des solutions qu'on propose, nous, avec l'application PayTweak App sur les TPE, pour pouvoir faire du Pay by Link depuis directement le point de vente, pour pouvoir faire du BNPL, du 2X, du 3X, mais aussi pour pouvoir, lorsque le client souhaite régler tout de suite et que le panier est trop important, pouvoir régler immédiatement depuis le TPE in-store face au vendeur, et tout ça dans un parcours qui doit rester le plus fluide possible. Donc, c'est vraiment des choses sur lesquelles nous, on travaille. On est très axé, on est très. C'est vraiment notre cœur de métier chez PayTweak, le parcours client, la fluidité du paiement, proposer des solutions totalement transparentes à l'acheteur final, de manière à obtenir les meilleurs taux de conversion. Nicolas a évoqué des chiffres, très justement, et il a raison. Il faut en donner quelques-uns. On arrive, nous, sur ces solutions de paiement, qu'elles soient à distance ou in-store, à des taux de conversion qui sont plutôt exceptionnels, hein. On est passé
pour certains de nos très gros clients, parmi lesquels des émetteurs de cartes, même sur le recouvrement ou même sur la vente à distance téléphonique, depuis les centres d'appel ou à travers des emails, des SMS, des WhatsApp, des Messenger qui contiennent des liens de paiement. On est passé de taux de conversion qui étaient originellement à 20-23% à des taux qui sont supérieurs à 73-75% aujourd'hui, au grand ravissement de nos marchands. Donc oui, il faut continuer d'investir sur les solutions très innovantes, il faut continuer d'intégrer, il faut surtout rester très focus, très aware du comportement marchand, et c'est quelque chose qu'on explore, nous, vraiment très profondément côté PayTweak, la réaction du client final, celui qui paie, et comment améliorer les taux de conversion en proposant des solutions qui restent toujours très innovantes. Donc voilà, on travaille avec Linkso, on a de bons résultats avec la solution Linkso. Pas que, soyons honnêtes, hein, on travaille avec beaucoup d'acteurs du marché, notamment aussi en Europe, mais il y a de vrais, on est content de pouvoir travailler avec des acteurs qui sont challengés. On les challenge aussi par rapport au use case client et de voir qu'il y a une vraie réponse. Un autre enjeu très important, comme l'évoquait Eddy très justement, c'est de pouvoir identifier le porteur. Alors, avec le 3DS, etc., d'identifier le porteur de la carte, mais dans ces use cases, de pouvoir identifier le détenteur du compte. Et là aussi, on a mis en place des solutions très pointues pour pouvoir d'abord faire la détection et le scoring de l'IBAN, du BIC, et derrière de pouvoir récupérer des informations sur le porteur du compte. Donc oui, il y a de vrais enjeux. On travaille tous d'arrache-pied. Hein. Je connais bien Eddy, Nicolas, et je suis ravi d'ailleurs d'être avec eux sur ce panel. Et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, messieurs. Merci Thierry, je pense que le plaisir est partagé. On va laisser la main aussi à Nicolas qui a déjà beaucoup donné de chiffres. Si on devait se revoir dans 3-5 ans, comment ça pourrait évoluer si on prenait des paris ou qu'est-ce qu'il faudrait souhaiter? Alors nous, on a des ambitions fortes évidemment sur AgoraPay, hein, qui est la solution d'encaissement dédiée aux places de marché. Donc on a la volonté effectivement à 7 ans d'opérer en tout cas plus de 5 milliards d'euros de volume d'affaires encaissés. Donc c'est annuel, hein, c'est à l'instar de l'acteur successful qui processe ce volume aujourd'hui. Donc on a cette réelle ambition. Après, pour reprendre un peu ce que disaient Eddy et Thierry sur l'initiation de paiement, c'est que nous, déjà intrinsèquement, on a une valeur ajoutée, c'est qu'au-delà de CB, Visa, Mastercard, on intègre des moyens de paiement natifs bancaires, à l'instar d'acteurs de banking évidemment, mais donc l'initiation de paiement, le prélèvement notamment, c'est ce qui nous différencie de certaines fintech aujourd'hui. Donc c'est une valeur ajoutée. Il y a un autre point aussi stratégique, donc au-delà d'évidemment gagner des parts de marché, c'est que on a aujourd'hui un taux de pénétration de plus de 70% de grands comptes, de grands players finalement e-commerçants au sein du groupe, hein, qui ont un lien avec le groupe. Donc ils sont captifs. Donc c'est aussi une chance qu'on a aujourd'hui d'être au centre de cet écosystème et d'avoir plutôt un regard assez objectif, je pense, modestement sur ce marché. Et après, évidemment, tout le monde a entendu parler de la DSP2, donc l'authentification forte, hein, de ce 3DSV2. Et donc du frictionless, donc effectivement cet enjeu important pour le taux de conversion des e-commerçants. Et comme vous le savez, eh bien, les grandes banques comme Crédit Agricole ont maintenant vraiment retrouvé de leur superbe versus des acteurs qui ont un peu chahuté le marché. Et en ça, sur ce sujet, c'est maintenant les grandes banques, finalement les émetteurs. Et quand vous savez que Crédit Agricole émet 27 millions de cartes aujourd'hui, donc 27 millions de porteurs finalement captifs au sein du groupe. Je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, ça sera l'objet d'un atelier, le frictionless, l'authentification forte, mais ce qu'il faut retenir, c'est que travailler avec un groupe tel que le nôtre, effectivement, c'est pour un e-commerçant, un grand e-commerçant sur surcroît, c'est effectivement optimiser son taux de conversion. Donc ça, c'est un des enjeux forts sur lequel on est mobilisé notamment chez CAPS. Et ensuite, sur le sujet de l'omnicanal, eh bien, ça va être de plus en plus prégnant. On va pouvoir communiquer dans un an à peu près sur des cas de figure, effectivement, où vous avez une synergie marketplace entre le canal e-commerce et le canal en proximité. C'était en synthèse ce que je voulais vous dire et ravi. Excellent. Non, excellent. Merci beaucoup, Nicolas. Gilda, est-ce que tu voyais des choses à nous souhaiter?
Ah, pour moi, ce qu'on se souhaite, c'est que l'initiation de paiement soit de plus en plus présente et que, même si, enfin, répondre au maximum de cas d'usage. D'ailleurs, c'est bien là notre positionnement, hein, de Linkso, c'est pas d'aller avoir la créativité pour imaginer tous les scénarios possibles de vos clients. Nous, on est là pour accompagner avec une solution fiable, robuste, sécurisée d'initiation de paiement pour que vous puissiez imaginer vos cas d'usage. Et là, on l'a bien vu, hein, dans le panel, c'est très intéressant parce qu'on voit bien qu'on a des cas d'usage avec des clientèles qui peuvent différer. Et c'est là que c'est intéressant de voir que derrière, c'est une technologie commune qui peut être utilisée dans différents parcours, dans différents cas d'usage. J'aurais tendance à dire sans couture, c'est complètement intégré dans le parcours. Et nous, on veut vraiment se positionner là-dessus, sur des aidants. Et nos souhaits, c'est vraiment que l'initiation de virement devienne de plus en plus utilisée, que ça devient une commodité, hein, c'est souvent l'objectif. Que dans la société, on arrive à trouver des solutions d'initiation de paiement en remplacement de solutions qui nous semblent encore désuètes, hein. Aujourd'hui, payer son club sportif, ou n'importe quelle association, c'est quelque chose qui paraît complètement anachronique, encore d'envoyer des chèques pour ce genre de cas d'usage. Donc, nous, on espère que ces cas d'usage vont se développer et on est là pour les accompagner. Voilà. Super, merci Judas. Et je vois qu'on a des speakers formidables parce qu'ils ont répondu en temps réel sur les messages et les questions qui ont été posées. J'ai pas répondu en temps réel, Julien, justement, je voulais répondre à une des questions, j'en profite si j'ai 2 secondes. Donc la question qui Vas-y, je était t'en prie, posée, voilà. c'était, alors, donc je réponds ouais, pour le coup, c'était qui gère l'acquisition? Donc c'est nous effectivement qui gérons le groupe, au sein du groupe, qui va gérer l'acquisition monétique dans le Mhm. cadre de ces places de marché, et les comptes de cantonnement sont aussi opérés par le groupe. Je crois que ça répond à la question. Et j'invite aussi le public à s'exprimer si jamais il y avait des questions qui n'ont pas été saisies dans l'espace chat. N'hésitez pas. Il nous reste quelques minutes pour continuer l'interaction et on a la chance d'avoir des spécialistes, donc il faut en profiter. Moi, je voulais juste ajouter juste une petite seconde pour revenir parce qu'il y a Oui, Thierry. il y a le contexte actuel qui est intéressant. Nous, on est présent au Japon, en Russie, aux US, et notamment en Russie. Alors, vous connaissez le contexte. Nous, on a un bureau à Moscou avec des salariés ukrainiens, donc un peu touchy. Mais en Russie, ils ont un système de paiement depuis bien longtemps qui est basé sur cette instantanéité du paiement et tout ça avec un point commun, dénominateur commun qui est le numéro de téléphone. Bien sûr, on a ça ailleurs. Mais moi, j'ai toujours été très étonné lorsque j'allais là-bas, parce que depuis Covid, on n'y va plus, mais de pouvoir régler mon commerçant, non plus avec la carte, pas avec un QR code ou quoi que ce soit, mais simplement directement depuis mon appli bancaire en tapant le numéro de téléphone du commerçant. Donc, il y a encore des solutions à explorer. C'est pour ça qu'on voyage beaucoup. En Inde, on a vu aussi des solutions étonnantes. Au Japon, voilà, il y a des trucs qui sont vraiment très intéressants. Euh, Toujours dans cette même Russie et dans ces pays de l'Est, hein, notamment, la possibilité de payer les titres de transport. Ici, on l'annonce en France à grand renfort d'articles dans la presse, etc., assez récemment. Mais c'est des choses qui sont live là-bas depuis très longtemps. On a aussi des efforts, nous, à faire, même si on est early adopter en France sur les innovations du paiement, on a encore des efforts à faire. Et ça, il faut qu'on s'appuie sur des partenaires bancaires. Il faut qu'on s'appuie vraiment sur les PSP, mais surtout et très fortement sur les banques pour qu'elles accentuent leur collaboration avec les fintechs comme nous. Voilà, donc c'est un point important. Je l'évoquais. Merci Thierry. Merci beaucoup Thierry. Donc Mylène vous le rappelle, mais n'hésitez pas à lever la main pour formuler une question en live, hein, on peut vous entendre, ou en chat. Et s'il n'y a pas de questions, est-ce que nos speakers ont des informations à partager complémentaires qu'on n'aurait pas couvertes, même si il me semble qu'on a fait un tour très étendu, à la fois des canaux, des modalités et moyens de payer. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas couvertes? Et est-ce qu'on a traité toutes les questions sur le chat? Du coup, Ah, il y a une main qui se lève. allez-y. Oui, bonjour, Bertrand Pinault, FEVAD, c'est des sujets qu'on traite. Je vois qu'il y a Charlotte aussi sur le call, Bonjour Bertrand.
depuis très longtemps. Et merci pour ce panel très clair sur cette vision à 3 ans, 5 ans. On comprend bien les enjeux de tout cela. Moi, la question toute bête que je pose, c'est le pays, finalement, ça sert à quoi alors que toutes vos solutions permettent de faire tout ça dans de très bonnes conditions? C'est un peu provocateur, mais voilà. Un peu. Alors, qui se lance pour répondre? C'est délicat, je ne sais pas qui peut se positionner. Bah, le pays, c'est une initiative européenne qui a du mal à fédérer. Donc aujourd'hui, c'est difficile. Moi, je positionnerais plutôt l'initiation de virement par rapport à Request to Pay. C'est-à-dire que bon, il y a des problématiques de vocabulaire, mais quelque part, la solution que Linkso propose, c'est un Request to Pay. C'est une demande de paiement. Donc, SSP, PayTweak, AgoraPay, vous êtes tous des utilisateurs de la solution Linkso Request to Pay et vous distribuez une solution Request to Pay que vous avez packagée avec vos services. Donc, qu'est-ce que Request to Pay? Request to Pay, ça définit les échanges entre les établissements teneurs de compte du payeur et les établissements teneurs du compte du payé. Bah, finalement, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui avec l'initiation de paiement. Par contre, Request to Pay, ça ne définit pas du tout la dynamique qu'il va y avoir entre l'utilisateur final et sa banque. C'est complètement en dehors du scope de Request to Pay. Et finalement, la DSP2, elle l'a défini ça avec l'initiation de virement. Donc, Request to Pay, c'est une couche sous-jacente. Ça permet peut-être de définir une meilleure intercompatibilité européenne avec des messages standards entre différents pays d'Europe. Par contre, ça ne définit pas du tout l'expérience utilisateur. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, on prend en avance parce qu'on est déjà sur l'expérience utilisateur. On est déjà sur comment j'interagis entre le marchand et l'utilisateur pour initier le paiement. Quelle est l'expérience utilisateur que j'ai? Et Request to Pay, ce que ça permettra d'apporter, ce sera vraiment une plus grande homogénéité sur un marché un peu fragmenté. Mais bon, on n'a pas encore de planning clair et les acteurs ne sont pas tous identifiés encore aujourd'hui sur Request to Pay. Donc moi, je suis sincèrement persuadé qu'il y aura une synergie entre l'existant et Request to Pay. Les deux vont converger. Et merci. Quelqu'un veut compléter? Je veux dire qu'effectivement, c'est une très bonne initiative, API, sachant qu'effectivement, ce qu'on craint, c'est pas Maïdamon bis, hein, c'est-à-dire qu'on se retrouve encore à discuter dans 8 ans, parce qu'effectivement, on le voit, hein, même ce qui était la promesse qui était pour une fois, on va s'entendre et on va aller vite. On voit bien qu'ils sont une vingtaine avec des visions très différentes et que à chaque fois, c'est très compliqué de se mettre d'accord. Il va falloir aussi que les banques trouvent leur place par rapport à ces solutions, par rapport au fait que historiquement, ils ont un revenu qui repose sur la carte. Et du coup, effectivement, il va falloir qu'ils poussent vraiment ces solutions parce que je pense qu'elles peuvent très, très clairement trouver un modèle qui permettra d'équilibrer, voire même d'être encore plus intéressant pour elles en s'affranchissant effectivement c'est ce qui me fie Visa Mastercard quand on reverse sur chacune des transactions. Donc, je pense que tout le monde a y gagné. En mettant des freins, c'est dommage parce qu'effectivement, ce sont des fintechs qui vont innover, prendre la place et toujours aller plus vite parce qu'on n'est pas sur ces grosses contraintes d'entente entre gros acteurs, puisque et trouver des modèles qui font que souvent c'est très long à mettre en place. Nous, on essaie justement de discuter entre fintech et de trouver toutes les tuyauteries et toutes les solutions qui vont permettre non pas de s'interroger au modèle, mais plutôt répondre à un besoin vraiment qui est un besoin du marchand. Voilà, donc je pense que oui, ça serait une bonne chose quand on fait un API NES avec la proposition de valeur qui est promise. Ça ne ferait que accélérer nos business, hein, puisqu'effectivement, on aurait enfin tout le monde, tous les acteurs de la place qui joueraient le jeu. Et du coup, on pourrait vraiment, cette fois, proposer une vraie solution alternative à Visa Mastercard. Merci. Bertrand, ça répond bien à la question? Très bien, très bien. Oui, non, mais c'est un peu, je connais un petit peu le sujet. Donc, c'est effectivement ça qui est
qui est attendue, c'est cette unification, cette uniformisation, cette accélération du marché avec cette initiative. Malheureusement, Ouais, c'est compliqué. Ouais. l'harmonisation européenne, c'est un vaste sujet. Voilà, bon. Merci à tous. Je suis obligé de vous laisser, j'ai un autre call. Merci pour vos réponses. Au revoir. On est arrivé effectivement au bout de notre agenda en termes de temps. Moi, je tenais sincèrement à remercier donc tous nos speakers, Eddy, Thierry, Nicolas, Gilda. J'ai trouvé ça passionnant, un peu court. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler très vite. Et merci au public aussi avec les questions, les interactions. Puis encore une fois, merci à Mylène qui est à l'origine et à l'organisation de cet événement. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tout le monde. Au revoir. Très bonne journée. Très bonne journée, merci. Merci à tous. Au revoir.